Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2024, je vous souhaite tout le meilleur. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire sur un thème que j'ai assez rarement traité sur cette chaîne. Si vous êtes parent, cette affaire risque de vous donner des sueurs froides. En fait, je pense qu'elle en donnera à tout le monde, tant elle est éprouvante et cauchemardesque. Du jour au lendemain, Shaun Hornbeck a été arraché à sa famille par un ravisseur. Pendant des années, il a été séquestré, retenu par la peur, dans l'attente d'être sauvé. C'est une histoire d'espoir dans les ténèbres et de résilience. Alors comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Nous sommes au début de l'automne 2002 à Richwoods, dans le Missouri. C'est une petite commune américaine paisible d'environ 1000 habitants qui doit son nom à l'épaisse forêt qui l'entoure. Elle est traversée par une route autour de laquelle une poignée de maisons se sont dispersées de ci de là. C'est ici qu'a grandi Shaun Hornbeck avec sa famille. Shaun est né le 17 juillet 1991. Ses parents, Pam et Walter Hornbeck, se séparent alors qu'il n'est encore qu'un bébé en 1992. Très vite, Walter Hornbeck sort de la vie de Shaun et visiblement c'était probablement pour le mieux. En effet, le père de Shaun a été arrêté à de nombreuses reprises pour agression sexuelle. En 1994, il est envoyé en prison pour une durée de 3 ans et à partir de là, il n'aura plus vraiment de contact avec son fils. Shaun n'a donc pas vraiment eu le temps de connaître son père biologique. En revanche, sa mère se remet assez vite en couple avec un dénommé Craig Akers, qu'elle épouse en 1997. C'est lui qui va complètement assumer le rôle de figure paternelle pour Shaun et ses 2 grandes sœurs, Jackie et Jennifer, un rôle qu'il remplit à merveille. Craig Akers est un beau-père exemplaire, aimant, patient, complice. Il considère les enfants de Pam comme les siens et ceux-ci le voient comme leur véritable père. Shaun et Craig deviennent vite inséparables. Le petit garçon suit son père adoptif partout où il va, comme une ombre. Shaun Hornbeck est un petit garçon adorable. Son enfance est tout à fait classique, il est aimé, gentil, plutôt bon élève. Ses centres d'intérêt sont ceux qu'on attend de la part d'un petit garçon de 11 ans. Il aime les dessins animés et les jeux vidéo. Il adore aussi le sport, il fait d'ailleurs partie de l'équipe junior de baseball et commence tout juste à s'intéresser au football. Le dimanche 6 octobre 2002 est une journée tout à fait normale à Richwoods. Les enfants profitent de leur jour de repos. Shaun a prévu de passer l'après-midi chez un ami qui vit à quelques centaines de mètres de sa maison. Le petit garçon de 11 ans prend son vélo. Comme d'habitude, ses parents le laissent faire le trajet tout seul. Il l'a déjà fait de nombreuses fois. Il connaît le chemin, tout s'est toujours bien passé jusque-là, donc ils n'ont aucune raison de s'en faire. Mais ce jour-là, Shaun Hornbeck va croiser le chemin d'un terrible prédateur. Alors qu'il pédale sur son vélo, le jeune garçon est percuté par l'arrière par un véhicule. Il est immédiatement propulsé en avant, sa tête heurte le sol, il perd connaissance. Lorsqu'il se réveille quelques minutes plus tard, Shaun se trouve à l'arrière d'une camionnette blanche. Son cauchemar ne fait que commencer. À 5 heures de l'après-midi, la mère de Shaun, Pam, attend son retour avec impatience. 5 heures, c'est l'horaire du couvre-feu pour son fils. Il n'est pas rare que le petit garçon dépasse un petit peu les limites et rentre avec un quart d'heure, 20 minutes de retard. Mais quand 17h30 arrive, la mère commence à sentir l'angoisse monter. Elle scrute la rue par la fenêtre, impatiente de voir son fils arriver au bout de l'allée. 17h45, toujours rien. Cette fois c'est sûr, quelque chose d'anormal a dû se produire. Pam et Craig montent dans leur voiture et partent faire un tour du quartier. Ils se rendent chez l'ami de Shaun, mais lui et ses parents ne l'ont pas vu de la journée. Ils filent vérifier tous les endroits où Shaun pourrait se trouver, les squares, devant l'épicerie, mais toujours rien. Ses parents sont pétrifiés. Ils appellent chez tous les amis de Shaun,
Mais malheureusement, personne ne sait où il est. Le petit garçon s'est volatilisé. Alors il n'y a pas une seconde à perdre. Pam et Craig préviennent immédiatement la police qui prend tout de suite l'affaire très au sérieux. Un avis de disparition est créé avec une description précise de Sean. C'est un petit garçon de 11 ans, brun aux yeux marrons, mesurant 1m48. Il porte un jean et un t-shirt orange, ainsi que des baskets Nike. Et puis son vélo est facilement identifiable, puisqu'il est vert fluo. Très rapidement, des recherches d'envergure se mettent en place, puisque l'affaire est tout de suite considérée comme un cas d'enlèvement, le FBI se joint à l'enquête. Des battues à pied et à cheval s'organisent avec l'aide de nombreux volontaires. Ce sont près de 200 personnes qui se mobilisent, des brigades cynophiles avec des chiens entraînés à suivre des pistes grâce à leur flair se lancent également à la recherche de Sean. Plusieurs hélicoptères survolent les environs dans l'espoir de retrouver la trace du petit garçon, mais encore une fois, malgré tous ces dispositifs, on ne retrouve rien. Alors que les jours passent, l'inquiétude grandit. Les parents de Sean consacrent toute leur énergie et leur temps à la recherche de leur fils. Ils acceptent notamment de passer à la télévision, dans une émission appelée le Montel Williams Show, afin de donner une visibilité supplémentaire à la disparition de Sean. Aux États-Unis, quand un fait divers est médiatisé, c'est très fréquent que les protagonistes liés à cette affaire viennent se confesser et lancent des appels à témoins dans des talk-shows. Lors de ce passage télévisé, donc, Sylvia Browne, une voyante autoproclamée, réputée pour ses prémonitions hasardeuses, leur fait part de ses visions en direct. Selon elle, Sean a été kidnappé par un homme d'origine hispanique, à la pommade, coiffé de dreadlocks. Elle affirme aussi que le petit garçon est décédé. Imaginez la violence de telles déclarations pour Pam et Craig. Retournons quelques jours en arrière, le jour où Sean Hornbeck s'est fait kidnapper. Le petit garçon vient d'être renversé volontairement par le conducteur d'une camionnette blanche qui l'a placé de force dans son véhicule. Alors que Sean reprend connaissance, il est totalement déboussolé. L'homme au volant se tourne vers lui. D'un air presque désolé, il lui dit « Tu es tombé au mauvais endroit, au mauvais moment ». Cet homme, c'est Michael Devlin. Je vous le présenterai juste après. Pour le moment, il file en direction de son appartement à Kirkwood, dans la banlieue de Saint-Louis. C'est à un petit peu plus de 70 km de là où Sean a été enlevé. En roulant selon les limitations, il faut à peu près 1 heure pour s'y rendre. Lorsqu'ils arrivent, Michael Devlin fait sortir Sean de son camion et l'entraîne dans son appartement. C'est un T2 vieillot, pas très propre, comprenant une chambre, un salon et une cuisine. Les volets sont clos, ça sent le renfermer. Durant le premier mois de sa séquestration, Sean Hornbeck est constamment tenu attaché dans l'appartement afin d'empêcher toute tentative de fuite. En plus, il est bâillonné avec du scotch de déménagement. Son kidnappeur, Devlin, entreprend de le démolir psychiquement. Il lui répète inlassablement les mêmes menaces. « Si tu tentes de t'enfuir, je te tue et je tue toute ta famille. Si tu essayes de crier ou quoi que ce soit, je te tue et je tue toute ta famille. Si tu penses à prévenir la police, je te tue et je tue toute ta famille. » Et puis, il y a les agressions sexuelles et les viols. Michael Devlin abuse de Sean quotidiennement. C'est un petit garçon de 11 ans. Physiquement et psychiquement, il est brisé. Il vit dans la terreur. Mais au bout de quelques semaines, le kidnappeur semble se lasser. Il fait remonter Sean dans sa camionnette et le conduit à l'extérieur de la ville, dans une zone désertique. Là, il fait descendre le petit garçon, puis il se jette sur lui, commence à l'étrangler. Sean se débat, il suffoque, il supplie. Il promet à Michael Devlin que s'il lui laisse la vie sauve, il se soumettra complètement, il fera tout ce qu'il voudra, il se fera même passer pour son fils pour éviter d'éveiller les soupçons. Alors l'homme se ravise, il accepte, Sean Hornbeck vient de réussir à sauver sa peau. Michael Devlin, lui, a 36 ans lorsqu'il enlève Sean Hornbeck. Il est né le 19 novembre 1965 et a grandi à Webster Groves, dans la périphérie de Saint-Louis, dans le Missouri. C'est un enfant adopté qui a été élevé avec 3 autres frères, eux aussi adoptés, et 2 sœurs. Arrivé à l'âge adulte, Michael Devlin travaille en tant que manager dans une pizzeria, mais il fait également des heures sup dans une maison funéraire de Kirkwood. Ne me demandez pas le rapport. Michael est considéré comme un voisin avenant et un collègue sympathique,
Mais ses amis ont remarqué un changement notable dans sa personnalité en 2002. Cette année-là, il découvre qu'il est atteint du diabète et il est amputé de 2 orteils à cause de la maladie. Depuis, il est beaucoup plus renfermé. Alors c'est impossible de ne pas remarquer que cette année coïncide également avec le moment où il enlève Shaun Hornbeck. Est-ce vraiment la maladie et la perte de ses membres qui a fait basculer Michael Devlin, ou est-il devenu plus distant pour mieux cacher son secret? Retenez bien ces questionnements parce que j'y reviendrai plus tard et personnellement, j'ai une théorie. C'est donc sous l'emprise de cet homme que Shaun doit désormais vivre sa vie de petit garçon. Auprès des autres habitants de l'immeuble, il se présente comme Shaun Devlin, le fils de Michael. Et personne ne semble se poser de questions sur l'apparition soudaine de cet enfant. Petit à petit, Shaun, qui se montre parfaitement soumis à son ravisseur, gagne une forme de confiance auprès de Michael Devlin. C'est-à-dire que depuis l'épisode dans le désert, il est plus attaché ou bâillonné, il peut aller et venir librement dans l'appartement où il passe toutes ses journées. Il n'est pas scolarisé, bien entendu, même s'il a pour ordre de répondre qu'il suit l'école à la maison si quelqu'un lui demande. Alors il passe le plus clair de son temps à dormir, à regarder la télévision et à jouer aux jeux vidéo. Et après plusieurs mois de captivité, Shaun est désormais autorisé à sortir. Il peut faire du vélo devant l'immeuble. Il se fait même quelques amis, mais il ne révèle à personne sa véritable identité. Les années passent, les sévices sexuels continuent, Shaun vit toujours dans la peur, mais il tient quand même son rôle, c'est vital pour lui, Il attend patiemment que quelqu'un finisse par le reconnaître. Comme il a désormais accès à Internet, il a découvert le site web de l'association qu'ont créé ses parents, la Shaun Hornbeck Foundation. Il sait donc que Pam et Craig n'ont toujours pas baissé les bras et qu'ils remuent ciel et terre pour le retrouver. Dans la rubrique « Nous contacter » du site, il rédige un petit message. « Pendant combien de temps allez-vous encore chercher votre fils ? Puis-je écrire un poème sur moi-même ?» Et il signe « Shaun Devlin ». Il hésite quelques instants, puis appuie sur envoyer. Il espère que ça mettra la puce à l'oreille de ses parents et que l'indice leur permettra de le retrouver. Pam et Craig, de leur côté, reçoivent bien le message. Ils remarquent la signature avec ce prénom, Shaun, le même que leur fils disparu. C'est peut-être une simple coïncidence, se disent-ils, ou pire, un acte malveillant. Une farce odieuse, postée par un troll voulant les blesser, ce serait pas la première fois. Alors, ils décident d'ignorer la piste. Les mois continuent de s'écouler. D'un point de vue extérieur, personne ne pourrait croire que Shaun est retenu prisonnier. Il sort dans des centres commerciaux avec Michael Devlin. Sur des enregistrements de caméras de surveillance, on les voit marcher côte à côte. À aucun moment, l'adolescent ne tente d'interpeller les passants autour de lui. On pourrait croire qu'il s'agit réellement d'un père et de son fils. Plus étrange encore, à plusieurs reprises, Shaun est abordé par des policiers en patrouille alors qu'il s'amuse sur son vélo devant son immeuble, et à chaque fois, il décline sa fausse identité, Shaun Devlin, ainsi qu'une fausse date de naissance. Et à chaque fois, les policiers repartent sans aucun soupçon. Au fil du temps, Devlin permet à sa victime de sortir, d'avoir un téléphone portable, des amis, une petite amie même. Et Shaun, lui, de son côté, ne tente jamais de s'échapper. Alors, vous connaissez probablement le syndrome de Stockholm et peut-être que vous y avez pensé pendant que je vous raconte cette histoire. C'est un terme qui désigne un mécanisme psychologique d'adaptation qui va conduire un otage à ressentir une forme d'empathie pour celui ou ceux qui le retiennent prisonnier.
Mais en fait, c'est une notion un petit peu plus complexe que ça. J'avais fait toute une vidéo pour l'expliquer en détail. Si jamais ça vous intéresse, le lien est juste ici. Ce syndrome, il doit son nom à l'incident de la Kreditbanken en 1973 dans la capitale suédoise. En gros, ce qui s'est passé, c'est que lors d'un braquage, les deux criminels, Jan Erik Olsson et Clark Olofsson, se retranchent dans une banque avec 4 employés. La situation reste bloquée pendant des jours et pendant tout ce temps, les malfaiteurs cohabitent avec leurs prisonniers et même s'ils ne sont pas toujours tendres, ils se montrent plutôt bienveillants avec eux. Au final, les otages développent une forme de sympathie pour les braqueurs alors qu'ils deviennent plus méfiants de la police. Bref, ils ont dans une certaine mesure noué des liens. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs. Premièrement, les braqueurs n'ont pas été violents avec leurs prisonniers. Bien qu'étant à l'origine de la prise d'otages, ils sont restés humains, ce qui crée une dissonance cognitive pour les victimes. Alors la dissonance cognitive, c'est lorsque des pensées ou des émotions entrent en contradiction, ou en tout cas sont en décalage avec des croyances ou des préjugés dans l'esprit d'une personne. Ainsi, dans notre cas de braquage, on peut avoir du mal à conceptualiser que des personnes qui se comportent correctement soient également des criminels. Ça, c'est vraiment l'aspect le plus connu du syndrome de Stockholm. Mais ce qu'on sait un petit peu moins, c'est qu'il y a d'autres critères qui entrent dans sa réelle définition. Notamment, il doit y avoir une forme de réciprocité. Les preneurs d'otages développent eux aussi de l'empathie pour leurs victimes. Et enfin, il ne faut pas ignorer le troisième critère qui définit le syndrome de Stockholm, c'est la méfiance, voire même l'animosité envers les forces de l'ordre. C'est vraiment la combinaison de ces 3 points qui permet de réellement parler de syndrome de Stockholm. Alors dans le cas de Sean Handbeck, je pense que ce terme n'est pas réellement approprié. On retrouve, c'est vrai, des petits éléments qui peuvent nous y faire penser, quelques similitudes, mais d'autres de divergences. N'oublions pas que Sean s'est soumis parce qu'il avait peur pour sa vie et pour celle des membres de sa famille, parce qu'il a été attaché, menacé, violé, parce qu'il a frôlé la mort et qu'il ne s'en est sorti que grâce à une promesse, celle de ne jamais chercher à s'échapper. Si Sean n'a pas osé parler de ce qu'il vivait à ses amis, aux policiers, c'est pas par sympathie pour Michael Devlin, c'est parce qu'il avait peur et qu'il faisait tout pour rester en vie jusqu'à ce qu'on vienne le secourir. N'oubliez pas aussi que c'est Sean qui a proposé à Michael de se faire passer pour son fils pour sauver sa peau. À ce moment-là, Sean n'avait que 11 ans. C'est vous dire à quel point le petit garçon a eu un sacré instinct de survie. Ça fait maintenant plus de 4 ans que Michael Devlin a enlevé Sean Handbeck. Sean est désormais un jeune homme de 15 ans qui n'est plus vraiment au goût de son ravisseur, dont les penchants vont plutôt vers les enfants prépubères. Nous sommes le 8 janvier 2007. Ben Hornby, 13 ans, descend du bus scolaire dans la petite commune de Beaufort, à 80 km à l'est de Saint-Louis, toujours dans le Missouri. Alors que Ben commence à marcher en direction de sa maison, une camionnette blanche en mauvais état s'arrête à son niveau. Au volant du véhicule, vous vous en doutez, il y a Michael Devlin. Lorsque les parents de Ben ne le voient pas rentrer de l'école ce jour-là, ils s'inquiètent immédiatement, la police est prévenue et ne perd pas une minute. Coup de chance pour les enquêteurs, un autre enfant a été témoin de l'enlèvement. Il raconte avoir vu Ben monter dans une camionnette blanche abîmée. Enfin, je dis coup de chance, mais en réalité, c'est bien maigre comme information parce que des utilitaires de ce type, il y en a partout dans la région. Pendant ce temps, Michael Devlin a déjà regagné son antre avec sa nouvelle victime, à 80 km de là. Sean Handbeck se décompose lorsqu'il voit son bourreau passer la porte d'entrée en traînant de force le petit Ben. Il sait exactement le genre de sévices que l'enfant va bientôt endurer. Il les vit lui-même depuis des années. 4 jours plus tard, le 12 janvier 2007, des policiers sont appelés devant un immeuble de Kirkwood pour une affaire qui n'a aucun lien avec celle dont je vous parle aujourd'hui. Mais en se garant sur le parking, leur attention est attirée par un véhicule dont le signalement tourne en boucle suite à l'enlèvement de Ben, une camionnette blanche à l'aspect délabré. Alors ça serait une drôle de coïncidence, mais on sait jamais. Un homme sort à ce moment-là pour jeter ses poubelles, les policiers profitent de sa présence pour l'interroger et tenter de découvrir l'identité du propriétaire de ce véhicule, et surprise, c'est l'homme en question. Les enquêteurs remarquent vite qu'il est nerveux. Il se tortille, il jette des regards incessants en direction de la porte de son appartement.
Alors le flair des enquêteurs s'active, ils obtiennent très rapidement l'appui du FBI afin de procéder à une perquisition sur le champ. Le suspect n'a pas le temps de dissimuler ses secrets. Lorsque les agents de police entrent dans l'appartement de Michael Devlin, ils découvrent 2 jeunes garçons assis sur le canapé devant la télévision. Le plus jeune, ils le reconnaissent immédiatement, c'est Ben Hornby, disparu depuis 4 jours. À ses côtés se tient un adolescent que Michael Devlin tente maladroitement de faire passer pour son neveu, mais très vite, la vérité éclate, il s'agit de Shaun Hornbeck, porté disparu depuis 4 ans et 3 mois. C'est la fin d'un long calvaire pour les garçons enlevés, mais également pour leur famille qui était plongée dans l'inquiétude. Leurs retrouvailles qui ont été photographiées par des journalistes sont d'ailleurs extrêmement émouvantes. Par la suite, Ben Hornby et sa famille font le choix de ne plus s'exprimer dans les médias. Shaun Hornbeck et ses parents, Pam et Craig Akers, apparaissent, eux par contre, dans un talk-show animé par Oprah Winfrey, la papesse de la télévision américaine. L'adolescent se montre timide, mais courageux. Il explique qu'il a été tenté d'abandonner tout espoir, mais que de savoir que ses parents se battaient et ne baissaient pas les bras lui a permis de continuer à vivre jusqu'à ce qu'il soit retrouvé. De son côté, Michael Devlin a plaidé coupable pour les nombreux chefs d'inculpation qui lui étaient reprochés, dont les kidnappings, la séquestration et les viols sur les jeunes garçons. Il a été condamné à 74 peines d'emprisonnement à vie, plus 170 ans supplémentaires pour avoir filmé les abus sur ses victimes. En tout, ces peines additionnées portent la condamnation à 2020 années d'emprisonnement. En avril 2011, en prison, Michael Devlin a failli être assassiné par un autre détenu qui s'est jeté sur lui et l'a poignardé à de multiples reprises avec 2 barres métalliques taillées en pointe qu'il avait d'ailleurs appelées Shaun et Ben. Cette agression, elle a fait envisager aux autorités de transférer Michael Devlin dans un autre établissement sous une fausse identité, mais les familles des victimes se sont opposées à cette décision et se sont battues pour qu'il reste là où il était. Et Devlin, il est également soupçonné dans plusieurs autres cas de disparition d'enfants depuis le début des années 90 dans la région autour de Saint-Louis à cause de ressemblances dans les différentes affaires, mais aucune preuve concrète n'a pu être trouvée. Rappelez-vous, en 2002, les proches de Michael trouvent qu'il a changé, il devient distant, il n'invite plus personne chez lui et il se renferme complètement. À ce moment-là, son entourage suppose que ce changement de comportement est dû à sa maladie, mais en plongeant dans cette affaire, j'ai découvert qu'au moins 3 disparitions d'enfants ont été signalées dans le périmètre où sévira plus tard Michael Devlin, entre 50 et 100 km autour de chez lui. Ces disparitions n'ont jamais été expliquées et on n'a jamais retrouvé les corps de ces enfants. Or, il se trouve qu'à chaque fois, ces enfants, ils étaient à vélo. Ils ont disparu en plein jour, ce qui correspond totalement à son mode opératoire. Pour moi, il est probable que Devlin soit impliqué dans ces disparitions et qu'il ait tué ses enfants. Je pense que le changement de comportement de Devlin, qui a été noté par ses proches, n'est ni dû à sa maladie, ni dû au fait que Shaun serait sa première victime. Si on fait l'hypothèse qu'il était déjà passé à l'acte avant de kidnapper Shaun, son repli sur lui-même peut aussi s'expliquer par le fait que pour la première fois, il a séquestré sa victime chez lui sur le long terme, plutôt que de s'en débarrasser après quelques semaines. J'espère que c'est clair ce que j'essaye de dire, mais en gros, je pense que potentiellement il a pu déjà faire d'autres victimes qu'il aurait tuées, et là ce serait la première fois que une de ses victimes aurait proposé de passer une sorte de pacte comme Shaun l'a fait. Sur le coup, il a accepté, mais ensuite, ce serait peut-être ça qui aurait fait qu'il serait devenu beaucoup plus reclus, replié sur lui-même, parce que du coup, c'était la première fois qu'il gardait quelqu'un chez lui. Désolée, je me répète un peu, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément très clair. Et bien sûr, là, il s'agit de mes suppositions, je peux pas vous affirmer que c'est ce qui s'est passé,
mais on va dire que les différents éléments coïncident de façon vraiment troublante. Aujourd'hui, Sean Beck se fait très discret, il a 32 ans, il est marié et il est devenu père. Il vit loin de l'attention médiatique, mais les quelques interviews qu'il a accordées laissent percevoir un jeune homme très résilient. Il intervient parfois aussi dans des établissements scolaires pour raconter son histoire et faire de la prévention sur les dangers qu'encourent les enfants. Et je pense que c'est très important de rappeler que s'il n'a certes pas cherché à s'échapper, il doit probablement sa vie à une incroyable force mentale qui lui a permis de tenir pendant des années aux côtés de son bourreau. Si dans la plupart des cas d'emprise il est question de stratégie, de manipulation mentale, cette histoire c'est l'exemple d'un autre aspect de l'emprise, plus brutale et violente, sans aucune finesse. Elle reposait uniquement sur une émotion viscérale, la peur. Michael Devlin savait très bien qu'en choisissant de jeunes enfants impressionnables, il serait capable de les soumettre. Sean a su rester en vie pendant plus de 4 ans jusqu'à être retrouvé. Ben Hornby et lui sont des survivants. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. Je sais que c'est un sujet assez lourd pour ce début d'année, mais en même temps, ça reste quand même une histoire qui se finit un peu mieux que d'habitude, et j'avais envie de commencer cette année avec une petite lueur d'espoir. J'espère que mon travail sur cette affaire vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore le cas. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite et en attendant comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. Of these cold lines on my face, for they may lead me to a better place. Will you remember what I've done? Will you remember where